Alors, il paraît que la campagne présidentielle n'a pas encore vraiment commencé. En tout cas, la liste des prétendants s'allonge. Et puis, Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national, sait déjà qui elle veut affronter. Je souhaite un second tour face au Bloc central. C'est ce qu'elle a déclaré dans un entretien à l'AFP. Écoutez Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, qui a justifié les propos de Marine Le Pen. Il était sur BFM TV ce matin. Marine Le Pen a toujours cette forme de sincérité qu'on peut lui reconnaître, c'est-à-dire qu'elle dit « je préfère gagner sur le choix que sur le rejet ». Face à Jean-Luc Mélenchon, ce serait une élection qui se construirait sur le rejet de Jean-Luc Mélenchon, l'homme de la violence, l'homme de l'antisémitisme, l'homme qui fait peur, l'homme qui ruinerait le pays. Donc ce serait une élection sur le rejet. Face à Édouard Philippe, qui est le plus madré, le plus expérimenté des candidats du Bloc central, ce serait une élection de choix. Alors, quelle est votre analyse, Georges Fenech? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas à la facilité, en tout cas. Oui. Oui, d'abord rappeler que ce sont les électeurs qui choisissent les deux finalistes, qu'on ne choisit pas son adversaire. Vous faites bien de le rappeler. C'est les électeurs qui choisissent. Alors après, effectivement, nous-mêmes, d'ailleurs, en tant que lecteurs, on préférait avoir un véritable choix qu'effectivement procéder par un vote contre, ce qui n'est jamais un vote d'adhésion, et ça, c'est pas bon. Pour ce qui concerne Marine Le Pen, c'est effectivement courageux de sa part, parce que ce serait plus difficile, me semble-t-il, pour elle, contre le centre droit, que contre LFI. Ça me paraît... Moi, je pense pas... Mais on le voit dans les sondages. Hein. On le voit dans les sondages, on est bien d'accord. Hein. Oui. Si jamais, c'est là, on est bien, on est à un an à l'avance, toutes les hypothèses ne sont pas encore formulées, mais Édouard Philippe pourrait l'emporter face à un candidat RN plus facilement qu'un Jean-Luc Mélenchon, par exemple. C'est ce que disent... Encore une fois, à l'instant T, les sondages. Donc on ne peut que souhaiter effectivement qu'il y ait un véritable débat présidentiel dont on a été privé 2 fois de suite à cause des guerres, on s'en souvient. Sophie Audugé, qu'en pensez-vous? Oui, moi je suis assez pareil avec Georges. Ce qui est surprenant, c'est que c'est effectivement les électeurs qui vont choisir, et puis les programmes aussi. Ça serait bien que pour cette élection, on ait des programmes véritables, que ça discute sur les programmes. Et effectivement, le fameux cordon sanitaire dont ils ont été victimes à plusieurs reprises, moi je crains que si on se retrouve dans la situation qu'évoque Marine Le Pen, il se reproduira exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on fera une élection sur la peur, alors qu'il faut qu'on la fasse sur les programmes. La France va très mal. Et il me semble que c'est important de choisir ceux qui vont relever la France. Moi je trouve aussi dans cette réaction de Marine Le Pen, c'est aussi une manière de discréditer un certain nombre de candidats. Par exemple, dire Retailleau. Je dirais, elle le place où, Retailleau? Elle le place en centre droit ou elle le place dans c'est un parti que Georges connaît très bien. Oui. Mais voilà. Je pense qu'il y a aussi, c'est aussi un moyen de discréditer le parti LR ou le parti d'Éric Zemmour. Vous le voyez aussi comme ça, concernant Bruno Retailleau, Georges Fenech? Non, je crois que Bruno Retailleau, d'abord, il est légitime, c'est le président des LR, mais disons qu'il y aurait plus de difficultés pour les lecteurs s'il y avait effectivement une confrontation, lecteurs de droite, j'entends, Retailleau, Marine Le Pen, que Édouard Philippe, Marine Le Pen. Et je note aussi au passage que Marine Le Pen n'envisage pas du tout l'hypothèse d'un candidat de gauche. Alors, j'allais vous dire quand même, existe le clivage droite-gauche. Ça n'existe plus, le parti. On est passé dans une autre époque. Alors qu'il y a au moins une dizaine de candidats, et quand il y a trop de candidats, c'est qu'il y a un problème. Déjà à gauche, le dernier en date de Bernard Cazeneuve, mais vous avez vu, il y a Manuel Valls qui s'interroge, évidemment il y a Glucksmann, etc. Il a une dizaine à peu près. Donc ça va peut-être se décanter. Elle ne prend pas cette hypothèse, apparemment. Non, mais ça veut dire quelque chose quand même au niveau des idées politiques et du climat politique actuel en France. Oui. Alors maintenant, vous savez que le RN, moi j'ai appartenu, effectivement, j'étais député UMP-LR ensuite. Ce qu'on disait à l'époque, c'est que le RN, le FN aussi à l'époque, n'espérait qu'une seule chose, c'est notre disparition. Voyez-vous ? Et donc on se méfiait beaucoup de cette montée en puissance, effectivement, on le voit bien, ça montait. Et moi, lorsque j'y étais encore, il y avait 5 députés du Rassemblement national. Il y avait Gilbert Collard, il y avait Marion Maréchal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont devenus le premier parti dans l'hémicycle, en tant que parti, pas comme groupe associé, mais comme parti, ils sont le premier parti. Donc on voit bien que cette montée en puissance, s'était faite essentiellement à notre détriment.
Alors, sur les thèmes de campagne, je rebondis sur ce que vous disiez, Sophie Audiguet. Elle s'est quand même exprimée, Marine Le Pen, à ce propos. Elle dit que les thèmes ont été imposés par le Rassemblement national. Aujourd'hui, plus personne ne peut faire campagne sans parler d'immigration ni de sécurité. C'est une victoire idéologique qui est acquise. Fin de citation. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Vous pensez que les thèmes de campagne ont été dictés par le RN? De cette pré-campagne, hein. Je ne sais pas si on peut encore dire, je pense dire qu'on est en campagne. Ouais. Le thème de l'immigration a quand même été beaucoup plus amené et imposé par la nouvelle candidature de Reconquête. Je pense que c'est un petit peu prétentieux de dire ça. Après, sur le fait qu'il n'y ait pas la gauche, de toute façon, vu qu'ils sont très nombreux, il est probable qu'effectivement ils n'atteignent pas le deuxième tour, donc elle prend acte de ça. Et puis il faut aussi dire qu'elle a aussi un peu surfé sur la ligne des partisans normalement qui étaient à l'extrême gauche qu'elle va draguer. La question d'immigration est aujourd'hui acquise dans tous les partis. Je veux dire quasiment, même à gauche, on commence à voir effectivement des personnalités qui commencent à dire oui, il faut une immigration choisie, c'est l'histoire du pays, etc. Donc c'est sûr que ça va être un sujet de la prochaine élection. Mais on sait de toute façon que les Français considèrent qu'il y a trop d'immigration, qu'elle est incontrôlée et qu'elle a des conséquences dramatiques sur le pays. Allez, on va parler de cette proposition d'Éric Ciotti. Écoutez, il était sur CNews et Europe 1 ce matin. Je vous annonce ce matin, notre groupe, comme je l'avais fait sur l'audiovisuel public, va lancer une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Il faut qu'on ait la vérité des chiffres, parce qu'on nous ment depuis des années. On nous dit qu'on a besoin d'immigration pour travailler, mais ceux qui arrivent ne viennent pas travailler. Et ils représentent aujourd'hui une charge lourde, trop lourde, pour notre pays. Et M. Macron est le premier responsable de cette situation. Alors, juste un petit sondage là, rapide. Sophie Audiguet, Georges Fenech, une commission d'enquête parlementaire sur le coût de l'immigration. Comme ça, avant qu'on rentre dans le détail, vous y êtes plutôt favorable ou non? Oui ou non? Oui, absolument favorable. Oui. Et vous, Georges Fenech? Oui, il faut qu'il y ait une transparence là-dessus, bien sûr. Alors, mais pourquoi il dit on nous ment? C'est vrai ça? Il y a eu des dizaines de rapports, non, sur le coût de l'immigration. On n'a pas les chiffres réels? Non, parce que ça dépend ce qu'on met dedans. D'abord, l'immigration, il y aura toujours d'immigration. On ne peut pas prôner une immigration zéro. Ça n'a pas de sens, évidemment. Et on peut avoir des métiers en tension, on peut avoir besoin de main-d'œuvre, etc. Mais la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus la maîtrise des flux migratoires et qu'il y a une immigration qui arrive de partout et qui n'est plus contrôlée. Bon, ça a un coût important. On sait, par exemple, certains postes, on les connaît. L'AME, on sait ce que ça coûte, 1 milliard, l'aide médicale d'État. 200 millions à peu près. Oui. Mais on risque d'avoir... Et puis moi, je dirais, il n'y a pas que le coût matériel de l'immigration. Il y a un coût encore beaucoup plus lourd, beaucoup plus important pour notre pays. C'est le coût immatériel. Que deviendrait notre pays dans ses valeurs, dans sa culture, dans son éducation, dans sa langue? Ça n'est pas chiffrable. C'est un coût irrémédiable, je dirais, si on laisse cette idée d'un certain Mélenchon de vouloir remplacer un peuple par un autre peuple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, moi, le coût qui m'inquiète le plus, c'est ce coût immatériel pour ce que représentent les valeurs de la France, etc. Mais attention, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, pour moi, c'est une immigration contrôlée, c'est bon, c'est nécessaire pour un pays, mais une immigration sauvage, on n'a pas le temps ni les moyens d'intégrer, d'assimiler, parce qu'il faut assimiler ces populations qui arrivent, ça peut avoir un coût désastreux, le fameux face-à-face de Gérard Collomb, les fractures sociales, identitaires, on voit ce qui se passe dans certaines communes qui ont été gagnées notamment par des maires LFistes, c'est un coût qu'on ne peut même pas chiffrer tellement il est énorme. Alors pour l'instant, Éric Ciotti parle du coût matériel sur les chiffres. Et pour nos finances publiques aussi. Bien sûr. Mais vous prestations sociales notamment. Vous avez fait partir d'une commission d'enquête parlementaire, vous l'avez même présidée. Qu'est-ce que ça change, une commission d'enquête parlementaire? Pourquoi lancer cette idée-là? Qu'est-ce que ça offre de plus, j'allais dire, sur ce sujet? Une commission d'enquête a des moyens que n'ont pas d'autres institutions ou même des ministères, puisque lorsqu'une commission d'enquête exerce ses missions, elle possède des pouvoirs tout à fait exorbitants, des pouvoirs du type judiciaire, comme un juge d'instruction. Elle fait prêter serment. Déjà, vous faites prêter serment. Donc, si vous ne dites pas la vérité sur un certain nombre d'éléments, vous risquez des poursuites pénales pour faux témoignages. Elle peut faire des perquisitions. Donc, on a une instance
commission d'enquête parlementaire qui est indépendante et qui a des pouvoirs très importants pour aller rechercher les véritables chiffres et avoir les éléments. Et si on ne lui apporte pas, elle peut aller les saisir elle-même. Donc moi, je crois que l'idée, quand j'ai entendu ça ce matin en direct, Oui. chez Laurence Ferrari, d'Éric Ciotti, je dis après la commission d'enquête sur l'audiovisuel du service public, voilà encore une nécessité, effectivement, de savoir exactement. Moi, je suis incapable de vous dire ce que coûte l'immigration à notre. Je suis incapable de le dire. Pour autant, c'est pas une proposition de loi non plus. Ça veut dire que ça ne fait pas bouger les choses. Il y aurait ou non, peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, quelles conséquences politiques il pourrait y avoir après une telle commission d'enquête parlementaire. Avec une commission d'enquête comme celle-ci, ça va nourrir le débat présidentiel. Qu'est-ce que l'on veut pour notre pays demain en termes d'immigration, alors que ces 30 dernières années, on a au moins plus d'une vingtaine de lois pour essayer de contrôler ces flux migratoires, on n'y est pas arrivé. Et ça pose évidemment un autre problème qui nous dépasse en tant que franco-français, c'est notre appartenance à une Europe qui ne maîtrise pas non plus. On est dépendant, si vous voulez, des instances européennes, des jurisprudences européennes, des frontières extra-européennes, etc. Donc c'est un sujet qui est très vaste, qui ne sera pas réglé comme ça sur une mandature ou sur un quinquennat, mais ça va nourrir fortement un débat présidentiel avec des éléments à la clé chiffrés, quoi. Vous n'y voyez pas un coup de com' de la part de l'UDR, d'Éric Ciotti ? On est toujours évidemment à la recherche des lecteurs, et donc il faut montrer de quoi on est capable quand on est politique, et aller jusqu'au bout des choses et vouloir la vérité pour les Français, c'est plutôt au bénéfice de ce parti-là. Sophie Odiger, vous êtes d'accord, ce serait une bonne initiative, en tout cas c'est une bonne proposition pour vous de la part d'Éric Ciotti. Oui, c'est intéressant. Ce qu'apportent les commissions d'enquête, en plus de ce qu'a évoqué Georges, c'est que ça permet de poser les questions que tout le monde se pose, mais que finalement qu'on ne peut pas voir poser réellement. C'est ce qui est arrivé avec la fameuse commission sur l'audiovisuel public. C'est-à-dire que personne n'avait imaginé que l'audiovisuel public coûtait si cher et que le travail n'était pas en interne, mais qu'on externalisait à des sociétés de production avec des intérêts quand même qui posent vraiment question. Là, c'est exactement la même chose. Moi, sur un sujet que je connais bien, par exemple, cette immigration d'opportunités fait qu'on accueille des centaines de milliers d'étudiants qui ne vont jamais étudier, si vous voulez. Donc, c'est très important de connaître les chiffres de ça, par exemple, et tous les coûts qui sont induits par cette immigration non contrôlée. Puis ensuite, une fois que la commission a terminé ses travaux, vous le savez, elle fait des préconisations. On va bientôt connaître celle sur l'audiovisuel. Moi, lorsque je présidais la commission sur les attentats de Paris, on a fait 40 propositions de réforme, à tout point de vue, sur les forces d'élite, sur la sécurité, etc. Elles sont toutes passées aujourd'hui. C'est quand même une grande satisfaction. Exactement. Elles ont toutes été adoptées par les gouvernements successifs. Ça peut prendre du temps, mais effectivement, donc, vous voyez, ça influe sur le débat. Effets. Allez, parlons de la relation franco-algérienne. Vous vous souvenez de la phrase d'Emmanuel Macron sur les maboules, je cite, qui veulent nous fâcher avec l'Algérie. Bruno Retailleau, qui visiblement s'est senti très visé, a répondu. Il avait déjà répondu. Et puis là, il a écrit une lettre et il a donné une interview ce matin. Écoutez-le, il était sur TF1. Oui, je me suis senti visé puisque c'est moi qui ai porté à Beauvau cette ligne de fermeté. Mais le problème, c'est pas ma personne. Le problème, c'est la France, c'est les Français. Et le rôle du président de la République, c'est de faire en sorte que la France soit respectée, qu'elle ne soit pas un paillasson sur lequel M. Tebboune essuie ses chaussures. La mission d'Emmanuel Macron, d'un président de la République, c'est de protéger les Français, notamment contre ces OQTF très dangereux que toujours l'Algérie refuse de reprendre sur son territoire. Mais donc, avec l'Algérie, bien entendu, je pense qu'il a fait preuve de faiblesse. De faiblesse, mais la politique de fermeté de Bruno Retailleau a-t-elle été davantage payante ? Georges Fenech. Non, parce qu'il en a été empêché, en fait, d'aller jusqu'au bout de cette politique. Et vous vous souvenez qu'il avait quand même le soutien du Premier ministre François Bayrou, qui avait dit si dans un mois, on n'a pas des résultats en ce qui concerne les OQTF, les visas, on va revoir toute la politique des visas. Mais sauf qu'à l'Élysée a dit stop. Ils ont arrêté la fin de la récréation, ils l'ont sifflé, comme on dit. Et il n'y aura pas de surenchère sur ces questions-là. Donc il y a eu une reculade de l'Élysée qui fait que M. Retailleau n'a pas pu effectivement faire monter, pas le bras de fer, mais en tout cas un rapport de force international qui s'inscrit dans les relations normales entre États.
Il ne s'agit pas de fâcher l'Algérie, il s'agit de demander à l'Algérie de respecter le droit international. Le droit international, il dit quoi? Il dit lorsqu'il y a un étranger qui fait l'objet d'une expulsion, son pays d'origine doit le reprendre. Or, ils ne le reprennent pas. Ils ne respectent pas le droit international. Il ne s'agit pas de fâcher quelqu'un en lui demandant simplement de respecter la loi internationale. Il s'agit de le ramener à la raison. C'est pour ça que le traité de Maboul, ce qui veut dire fou en arabe, je suis étonné d'ailleurs que le président emploie l'arabe au lieu du français dans cette intervention. Enfin bon, c'est peut-être subliminal, je n'en sais rien. Mais je veux dire, on n'est pas fou quand on veut défendre les intérêts de la France dans un rapport de loyauté, mais de fermeté vis-à-vis de ses partenaires. Autre polémique de la semaine, et Sophie Audugé, vous vouliez absolument revenir dessus, c'est les propos de Cécile Duflot sur RMC la semaine dernière. On l'écoute. Si on dit par exemple des chevals au lieu de des chevaux, on comprend. Mais tout le monde et tous les adultes vont reprendre des enfants. Alors que on pourrait dire animal, animaux. Les animaux, ça doit toujours être AUX. Non, pas du tout. Parce que les chacals, c'est des chacals. Les narvals, c'est des narvals. C'est pas des narvaux. Tu sais pas pourquoi. Donc il faut se dire que le vrai sujet de la langue, c'est de se comprendre, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire des choses ensemble. Donc cette obsession de l'orthographe, en fait, c'est une obsession un peu dysfonctionnelle et surtout si elle conduit à empêcher des gens qui ont de grands talents de pouvoir continuer, là, ce serait vraiment une faute. Vive l'orthographe, mais vive aussi la capacité de s'en libérer. L'orthographe ne devrait pas être une religion, c'est un instrument de sélection scolaire. Qu'est-ce que vous lui répondez, Sophie Audugé? Évidemment, c'est une énorme hypocrisie, puisqu'on sait très bien qu'elle a mis notamment ses enfants à Henri IV, donc qui est l'un des établissements les plus prestigieux parisiens. Donc on est dans une hypocrisie qui est assez courante à gauche, qui consiste à choisir pour ses propres enfants les meilleurs établissements et à dire aux enfants des milieux populaires, c'est pas très grave si t'es pas bon en orthographe, c'est pas très grave si t'es pas bon à l'école. Or, la réalité, c'est que la sélection, elle se fait en scolaire d'abord et ensuite dans la vie professionnelle. L'école publique, en tous les cas, c'est-à-dire celle qu'on paye avec nos impôts, elle a une ambition et une finalité unique, c'est justement de cibler ces enfants des milieux populaires pour permettre à ces enfants-là, qui ont des aptitudes particulières, de pouvoir les exprimer pleinement, parce qu'on va créer pour eux les conditions d'un développement majeur. Donc, contrairement à ce que dit cette femme qui a la chance et les moyens certainement de faire rentrer ses enfants à Henri IV, c'est que pour ceux qui n'en ont pas les moyens, l'école publique doit être encore plus exigeante et encore plus pointue. J'ajouterais à cela que l'orthographe était, il y a très longtemps, dans les années, on va dire 1920, une compétence professionnelle, elle ne l'est plus nécessairement, mais elle omet quelque chose qui est fondamental, c'est que l'entraînement à l'orthographe développe les capacités fonctionnelles du cerveau des enfants à un moment de leur plasticité. C'est-à-dire que si on leur enlève ça, on leur enlève d'autres aptitudes cérébrales qui vont leur servir pour tout et qui sont transversales. Donc ce qu'elle dit est une énorme bêtise et il faut surtout évidemment à chaque fois prendre le temps d'expliquer pourquoi les apprentissages exigeants des fondamentaux sont nécessaires pour développer les aptitudes de tous les enfants et notamment ceux qui font partie de milieux qui n'ont pas nécessairement les meilleures conditions à la maison, c'est-à-dire beaucoup de livres, qui sont très stimulés, etc., etc.